en jouant sur la qualité et la quantité de leur importance pour l'organisme. Et dans ce journal, on parlera bien sûr de sport. Le week-end est marqué par les matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Le Stade Malien Bamako en Ligue des Champions et le Djoliba AC en Coupe CAF affrontent ce dimanche en déplacement le FC Nouadhibou et l'USFA du Burkina. Et bien sûr, ici au Mali, les rideaux sont tombés hier sur le tournoi UFOA des cadets. En finale, le Mali a perdu 2-0 face au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. L'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro dans la région de Ségou a désormais son amphithéâtre, une infrastructure de 500 places dotée de plusieurs commodités, financée sur fonds propres à travers le ministère de la Défense. La réalisation de cet amphithéâtre moderne va contribuer à rehausser les conditions d'instruction des élèves sous-officiers de l'armée malienne et une dizaine de pays africains qui confient la formation de leurs militaires au Mali. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui a inauguré l'amphithéâtre en marge de la cérémonie de baptême des élèves sous-officiers d'actifs de Banankoro. De Ségou, la correspondance de Ramata Konaté. Les conditions d'apprentissage s'améliorent à l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro dans la région de Ségou. Le ministre de la Défense et des anciens combattants vient de mettre à la disposition de cette école un amphithéâtre de 500 places doté de plusieurs commodités. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur génie civil à la direction du génie militaire. C'est toujours dans le cadre de la professionnalisation des forces armées de sécurité. Cet amphi est un joyau qui est bâti sur une surface de 850 m², avec un rez-de-jardin, une place assise de 500 pour les stagiaires auditeurs et une salle multimédia qui va servir pour toutes les opérations techniques qu'on doit faire dans l'amphi. La qualité du travail est impeccable et c'est l'occasion de remercier nos chefs hiérarchiques pour ce joyau au profit de l'outil de l'enfance. Financée sur fonds propres de l'État, la réalisation de cette infrastructure moderne vient réconforter une fois de plus la volonté de la hiérarchie militaire d'accorder une place de choix à l'instruction des forces de défense et de sécurité, ce qui vient renforcer au mieux les connaissances stratégiques en matière de sécurité. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nouvel amphithéâtre, symbole de notre engagement pour une instruction militaire d'excellence, tournée vers les exigences du terrain. Cette réalisation est perçue comme un coup d'accélérateur à la coopération sous-régionale en matière d'instruction militaire. Aussi, le ministre met à profit cette inauguration à l'ESO de Banankoro pour visiter des infrastructures en cours de réalisation, dont le terrain de sport. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. Le commandement de la zone de défense N5 a lancé l'opération Tassiga dans le cercle de Tonka. Cette mission visait à la fois à sécuriser les populations, mais aussi à leur apporter des assistances alimentaires et médicales. La mission a distribué une importante quantité de riz et consulté une centaine de personnes de Tonka, Kochia et Rabébé. Par la même occasion, les FAMA ont interpellé plusieurs présumés terroristes. Compte rendu, Najim Babassissé. Le commandement de la zone de défense numéro 5 a mené une vaste opération dans la zone de Tonka du 6 au 13 octobre. Cette mission, dirigée par le commandant Sambou Koulibaly, avait pour objectif non seulement de sécuriser la zone, mais aussi de renforcer les liens de confiance entre les forces armées maliennes et les populations locales. Cela s'est traduit par la remise d'importantes quantités de vivres, composés essentiellement du riz. Un geste salué par les bénéficiaires. Ces vivres que vous nous remettez nous réjouissent beaucoup. Que Dieu vous récompense. Cette remise a été suivie d'assistance médicale aux populations de Tonka, de Kochia et de Rabébé au centre de santé communautaire de Tonka. Une action qui donne le sourire à la fois aux usagers, mais aussi aux responsables de la structure comblée par cette action des femmes. Nous sommes très contents de l'arrivée des femmes à Tonka. Les consultations se sont bien déroulées. Cela a trouvé beaucoup de personnes étaient malades. Elles n'avaient rien et étaient dans le besoin. Docteur Bourema Djibo, directeur technique du CESCOM de Tonka. Vu l'importance, vous avez vu le monde qui est là aujourd'hui, le matin jusqu'à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que le besoin est là. Mamadou Konipo, maire de la commune urbaine de Tonka. C'est un acte très symbolique et nous, on en est fiers de notre armée
parce qu'ils sont venus autour de nous. Ça fait des années que nous, on est laissés pour compte. Nous ne croyons même pas que nous étions des Maliens, parce qu'on n'a pas l'armée à côté de nous. Selon le commandant Koulibaly, cette opération vise à marquer non seulement la présence militaire, et mieux, la pérenniser sur l'ensemble du territoire de la région. Commandant Sambou Koulibaly, chef de l'opération Tassiga. Ça fait très longtemps que Tonka avait reçu un camp militaire. Vu la situation en 2019, en 2020, comme ça, le camp s'est délocalisé et sont repliés à Tombouctou. Mais maintenant, malgré toute la situation, le contexte sécuritaire, la population pense qu'ils sont abandonnés par l'État. Bon, nous sommes venus dans ce cadre pour leur prouver et leur montrer comme quoi qu'ils sont toujours avec nous et ils ne sont pas abandonnés. Je lance un appel à la population d'être soudée. Cette situation, c'est une situation éphémère. Tant que nous sommes là, tout va très bien rentrer dans l'ordre. Et on demande beaucoup de leur contribution aussi. L'absence des femmes dans cette zone pendant un moment a contribué à la détérioration de la sécurité, occasionnant du coup l'installation des groupes armés dans certaines parties de la localité. Toutes choses corrigées par les FAMA qui ont interpellé plusieurs présumés terroristes au cours de l'opération. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Je vous l'annonçais dans les titres, les femmes au cœur de l'action, c'est le nom du projet de Care Mali et son partenaire Care Norvège qui viennent de lancer bien sûr ce projet. Son objectif est de soutenir 222 000 femmes et filles du Mali. Les piliers du dit projet sont le leadership des femmes, la santé sexuelle et reproductive et le renforcement de la société civile. Le programme qui va durer 5 ans a un coût de 4 milliards 400 millions de francs CFA. On en sait plus avec Batraouri. Le projet Powered by Women ou les femmes au cœur de l'action ou encore Maya Dambé est désormais lancé au Mali. C'est une initiative de Care Mali et son partenaire financier Care Norvège qui entendent apporter un soutien aux femmes et aux filles en réponse aux défis nés de la crise politico-sécuritaire et des changements climatiques. L'objectif est d'œuvrer à l'amélioration de l'égalité du genre pour plus de 222 000 femmes et filles du Mali. Sidibé Kadidja Sissé, directrice pays de Care Mali. Le programme Powered by Women, Maya Dambé ++ pour la période de 2025 à 2030 s'inscrit naturellement dans la continuité de ces acquis avec la double perspective ambition de consolidation et mise à échelle. Cela s'opérera à travers 3 axes majeurs, à savoir genre et justice économique pour renforcer l'entrepreneuriat féminin, la résilience économique et l'accès des femmes aux ressources productives. Le deuxième pilier, ce sont les droits à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. Le troisième, renforcement de la société civile, appuyer les organisations locales de femmes, à influencer les politiques publiques et à participer activement à la refondation du pays. Mise en œuvre pour 5 ans et pour un montant global de 4 milliards 400 millions de francs CFA, le projet Powered by Women est exécuté dans 5 régions du Mali. Il s'agit des régions de Tombouctou, Mopti, Badiangara, Ségou et Bougouni. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce lancement est un acte fondateur et un pacte de responsabilité partagée. Ne plus laisser les femmes et les filles tributaires du hasard, mais en faire des capitaines de leur destinée. L'autonomisation des femmes n'est pas une option. C'est la condition du progrès national, de la stabilité et de la paix. Plusieurs ONG, dont le consortium Amapros Asafé, l'ONG CAEB, sont partenaires de Care Mali pour la mise en œuvre du projet Powered by Women. De nos jours, nos villes sont confrontées à de nombreux défis en matière de développement urbain. Parmi ces défis, l'occupation d'espaces publics a d'autres vocations non conformes au plan de développement élaboré par les autorités. C'est dans ce cadre que la cellule de suivi de la politique nationale de la ville a initié une journée de concertation sur la sécurisation des espaces publics dans le district de Bamako et certaines localités de la région de Koulikoro. Cette journée de concertation s'inscrit dans les cadres du mois d'octobre urbain et je reçois dans ce studio Nchi Abdraman Diawara, bonjour. Bonjour. Je signale que vous êtes le directeur de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. D'abord, pourquoi le mois d'octobre urbain? Merci. Le mois d'octobre urbain est consacré au mois urbain depuis plusieurs années parce que nous avons plusieurs journées consacrées. Nous avons la journée, le premier lundi du mois d'octobre, journée de l'habitat. Nous avons la journée de l'urbanisme et nous avons le 31 octobre qui est la journée de la ville.
Donc nous avons décidé, il y a plusieurs années, de consacrer le mois octobre en mois urbain. Alors, quels sont les principaux problèmes liés à l'occupation non conforme des espaces publics à Bamako et dans la région de Koulikoro? Merci. Bon, les espaces, comme vous avez dit, non conformes, nous prévoyons ces espaces dans nos documents de planification. C'est vraiment pour améliorer les cadres de vie. Quand nous pensons nos villes avec ces documents de planification, du schéma directeur jusqu'au plan de lotissement, ces espaces sont programmés. Et ces espaces ont tous des utilités. Il y a des espaces verts, il y a des espaces qui doivent recevoir des équipements qui sont nécessaires dans la vie des villes, comme les centres de santé, comme les centres de culte et les centres éducatifs, comme l'école. Mais si ces espaces sont agressés et illicitement occupés, ça force nos planifications et ça dénature la ville. Est-ce que vous avez pu répertorier ces espaces qui sont occupés à Bamako et à Koulikoro? Pour le moment, à Bamako, en 2012, on avait répertorié, en 2019, on a actualisé, on avait 2419 espaces qui étaient prévus dans les documents de planification, mais après, nous avons retrouvé 2012 espaces existants. Espaces publics avec, comme je vous dis, des espaces qui doivent recevoir des équipements et des espaces verts et des espaces d'autres utilités, mais qui sont prévus dans nos plans, dans nos documents de planification. Et ces 2012 espaces sont sous nos surveillances et nous allons continuer à mener ces études dans toutes les régions du Mali, de Koulikoro à Kidal. Et quand vous venez sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez? Comment ces espaces sont occupés? Généralement, les gens transforment ces espaces soit en espace d'habitation ou vraiment en espace qui reçoivent des kiosques, en espace commercial. Le terrain de football, non? Le terrain de foot, l'espace vert, ces espaces qui sont occupés soit par les habitations ou par des kiosques, des boutiques, ou souvent même par d'autres choses qui ne sont pas, quand on prévoit un espace pour une école, quelqu'un qui va réaliser d'autres choses qui n'est pas une école, cela veut dire que l'espace est vraiment illicitement occupé. Et quelles sont les conséquences de cette occupation anarchique? Ça dénature la ville. La ville est pensée et la ville est planifiée et ces espaces sont prévus et ça améliore le cadre de vie. Comme je vous dis, quand nous sommes dans une ville, on a besoin de l'école pour nos enfants, on a besoin des centres de santé, on a besoin de nos lieux de culte. Si les espaces qu'on programme pour ces équipements, on vient les occuper illicitement, nous voyons ce que ça fait. Donc ces espaces, même le terrain de foot, l'espace vert, c'est des espaces qui ont des utilités. Et c'est des espaces programmés. Si les gens les occupent illicitement, ça dénature totalement la ville. Et pourquoi cette problématique est devenue si urgente à traiter maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est la population. Je lance l'appel à la population. Chacun de nous a besoin d'un cadre de vie amélioré dans nos villes. Mais tant qu'il y a aujourd'hui vraiment une course à l'occupation de ces espaces. C'est vrai que Bamako, chacun veut avoir son unité d'habitation à Bamako, mais j'invite les uns et les autres vraiment de respecter ces espaces qui restent les derniers espaces libres dans nos quartiers. Mais si ils veulent coûte à coûte occuper ces espaces, c'est pour cela que nous avons vraiment engagé une mobilisation et renforcée contre les prédateurs de ces espaces. Et justement, vous l'avez dit, il y a eu une concertation. Et quelles sont les propositions concrètes sorties de ces échanges? Les concertations avec l'ensemble des acteurs, c'était vraiment de mobiliser les acteurs, la justice, les forces de sécurité, pour vraiment réfléchir sur le processus. Et il y a eu de grandes décisions, notamment de renforcer les brigades de contrôle, de renforcer la communication autour du numéro vert, qui est le 80 00 11 78, et de créer un cadre de concertation entre les différents acteurs qui se réunissent pour trouver des solutions. Des sanctions sont-elles prévues en cas d'occupation illégale? Oui. Quand on occupe illégalement, la brigade qui passe et qui établit un PV qui est automatiquement transmis au procureur. Et nous, à notre niveau, si l'occupation est avérée, nous procédons à la libération des espaces, mais le procureur a l'opportunité de poursuivre après le PV. Il y a eu une sensibilisation au préalable. Comment la population perçoit cette idée?
La population, c'est pour l'intérêt de la population. C'est pour cela que nous avons même mis les numéros verts, parce que c'est la population qui est victime. Et c'est la population aussi qui occupe illégalement aussi. Oui, pas toute la population. Okay. Mais certains qui sont quand même nantis, qui veulent coûte à coûte occuper un terrain de foot, parce que c'est dans un quartier au centre de la ville, c'est au détriment de la population. Donc vraiment, c'est la population qui nous appelle sur nos numéros, et c'est la population vraiment qui est demandeur de ça. C'est pour cela que nous appelons chaque fois à la mobilisation de la société civile. Monsieur le directeur, oui. À quand on peut vivre de manière sécurisée dans nos villes en termes d'habitat? Moi, je pense que nous avons élaboré une politique nationale depuis 2014 et nous sommes en train de mettre en œuvre le programme de développement des villes du Mali avec l'accompagnement de toute la population. Nous pouvons vraiment avoir une ville avec un cadre de vie agréable. Ce n'est pas du tout impossible si nous nous mettons tous, mais j'en appelle encore, je viens de le dire sur le plateau de la télé, Dougouba Lakanabra et Dougouba Diongé. Nous ne pouvons pas améliorer le cadre de vie de la population ça elle-même. Nous faisons vraiment un appel persistant vers elle pour qu'elle nous accompagne et qu'elle-même ça. C'est pour cela l'accompagnement de la population reste primordial. Très bien. Dernière question. Quelles sont les prochaines étapes après cette concertation? Nous allons mettre déjà en œuvre les recommandations issues de concertation et nous allons renforcer. Dans le cadre du mois urbain, il y a des activités qui sont prévues, mais même les réglementations depuis 2017, nous sommes en train, le dernier code foncier au Mali, nous avons mis des innovations qui permettent vraiment de renforcer le pouvoir du ministre en charge du domaine en termes d'annulation des documents qui sont établis sur ces espaces. Autrefois, quand les gens créaient des documents sur les espaces publics, il fallait passer par les voies juridiques pour les annuler. Maintenant, le ministre, par décision, peut annuler tout document sur un espace public et cela n'est prescrit dans aucun temps. Et vous signalez qu'il y aura aussi des sanctions. Il y aura des sanctions. Et nous, je dis, les premières sanctions, c'est la libération. Vous investissez sur des espaces, sachez que nous allons les libérer. Et le PV est transmis au procureur aussi pour l'opportunité de poursuivre. Sans dédommagement. Et c'est l'usager qui doit rembourser tout ce qu'on a investi pour libérer. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Nchi Abdraman Diawara. Il est directeur de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. Merci, monsieur le directeur, pour toutes ces informations. Et merci d'être passé par là. Merci. Suite de ce journal. Actualité hors de nos frontières à présent, nous sommes en Côte d'Ivoire. Un arrêté ministériel interdit les meetings et manifestations de partis ou groupements politiques pour 2 mois. Mais la décision épargne les manifestations organisées dans le cadre de la campagne présidentielle en cours. Lansine Keita, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Pourquoi une telle décision pendant que le pays est dans la mouvance de la campagne électorale? Les autorités ivoiriennes ont avancé certaines raisons par rapport à l'interdiction des meetings et manifestations des partis ou groupements politiques. D'après le ministre de la Justice, ces manifestations revêtent un caractère subversif depuis le 11 octobre 2025, car elles visent, selon lui, à empêcher la tenue de l'élection présidentielle et ils sont marqués d'une violence incompatible avec la loi. Cette décision intervient après des affrontements marqués par des incidents dans la capitale et à l'intérieur du pays. Les autorités font état de plus de 700 interpellations et une cinquantaine de manifestants condamnés à 3 ans de prison ferme. Face à cette situation, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont rendu la décision dans un arrêté, mais l'interdiction ne concerne pas les partis en course pour la présidentielle. Alors, les réactions ne se sont pas fait attendre après la décision, n'est-ce pas? Tout à fait. D'abord, du côté du PDCI, à travers son porte-parole, le député Simon Doho, c'est une volonté de bâillonner la société civile et les partis. Dans un communiqué, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, rappelle quant à elle que le droit de manifester pacifiquement et la liberté d'expression sont garantis par la Constitution ivoirienne. Pour le président de l'organisation, l'interdiction risque de radicaliser les opposants comme les partisans du pouvoir. Ce qui nous inquiète au plus haut point, la possibilité de graves violations de la part des forces de l'ordre, mais aussi d'un affrontement interpartisan. C'est ce qui est à éviter. Au-delà de tout, il faut préserver la paix et la quiétude des Ivoiriens, a-t-il lancé. Quant au président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Drissa Bamba, c'est vraiment dommage que cette décision interministérielle intervienne en pleine campagne électorale. Le Conseil national des droits humains estime que le droit de manifester ne peut s'exercer que dans le respect de la loi et en excluant toute forme de violence.
À une semaine de la présidentielle, le ministre ivoirien de la Justice rappelle que les arrêtés pour faire interdire les manifestations peuvent être déférés à la censure du Conseil d'État. Moussa Papa. Merci beaucoup, Lansine Keïta, pour toutes ces explications. Le Pakistan et l'Afghanistan ont conclu aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat à l'issue des pourparlers tenus au Qatar. Cet accord négocié par le Qatar et la Turquie a pour objectif de rétablir durablement les calmes à leurs frontières après une récente confrontation meurtrière. Vous suivez ce dossier pour nous, Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour, Moussa Papaïdara. Quels sont les mécanismes de l'accord négocié par le Qatar et la Turquie qui régissent la désescalade des tensions entre le Pakistan et le gouvernement taliban afghan? Le Pakistan et le gouvernement taliban en Afghanistan ont trouvé un accord pour calmer les tensions et arrêter les conflits. Le Qatar, comme vous l'avez dit, et la Turquie ont servi de médiateurs pour cet accord. Et l'annonce a été faite aujourd'hui par le Qatar qui a parlé d'une étape importante dans les discussions. Et cependant, les détails précis de l'accord ne sont pas encore connus. Mais le porte-parole des talibans a expliqué que les deux côtés ont promis de ne pas se faire d'attaque l'un contre l'autre, de ne pas aider des groupes qui attaquent le gouvernement pakistanais et ne pas viser les forces de sécurité ni les civils. Une photo montrant les deux ministres de la Défense en train de signer le document a été diffusée. Des rencontres de suivi sont prévues dans les jours qui viennent pour s'assurer que l'accord est bien appliqué. Et de plus, le ministre pakistanais de la Défense a annoncé un nouveau sommet à Istanbul le 25 octobre prochain. Et cet accord intervient après une forte escalade, vous l'avez dit, de violence. Le 17 octobre, Kaboul avait accusé le Pakistan d'avoir cassé la trêve après des bombardements et ces frappes pakistanaises ont tué au moins 10 civils dans l'est de l'Afghanistan. Des sources pakistanaises ont confirmé ces frappes aériennes, des précisions sur des territoires afghans expliquant qu'elles visaient une troupe armée. Même si le gouvernement taliban avait dit de se réserver le droit de répondre, il avait demandé à ces troupes de ne rien faire de plus par respect pour les négociations en cours. Moussa Papaïdara, il faut savoir que les deux pays partagent une frontière de plus de 2600 km appelée la ligne Durand. Cependant, l'Afghanistan n'a jamais accepté cette ligne, la considérant comme une limite imposée par les Britanniques pendant l'époque coloniale. Même si elle sert de frontière dans les réalités, Kaboul l'a rejetée car elle aurait été établie sous la contrainte en 1893. Moussa Papaïdra. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Poursuivons donc ce journal avec l'actualité internationale. Au Kenya, décédé le mercredi en Inde à l'âge de 80 ans, l'opposant Kenya, Raila Odinga, va être enterré ce dimanche dans un fief de l'ouest du Kenya. Comme j'ai dit vendredi à Nairobi, des dizaines de milliers de personnes lui ont à nouveau rendu hommage à la veille de son inhumation, cette fois dans le stade Jomo Kenyatta de Kisumu. Au Maroc, après une pause de 9 jours, plusieurs centaines de personnes sont à nouveau descendues hier dans les rues des 12 villes du royaume chérifien à l'appel du collectif Gen Z 212. À Casablanca, la capitale économique du royaume, environ 200 personnes se sont ainsi réunies sur la place Marshall entourées d'un important dispositif policier pour réclamer dignité, liberté et justice pour tous. Israël et Hamas, l'échange de dépouilles est devenu le nouveau bras de fer du conflit, bien que le Hamas ait libéré tous les otages vivants dans les délais impartis par l'accord de cessez-le-feu. Il n'a pas encore restitué la moitié des dépouilles attendues à ce stade du processus. En réaction, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre et la réouverture de ce terminal capital pour l'aide humanitaire à la frontière entre Gaza et l'Égypte sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des corps des défunts et de mise en œuvre du cadre convenu selon l'État hébreu. La Bolivie en vote ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui voit s'affronter l'ancien chef d'État Jorge Quiroga au sénateur Rodrigo Paz. Tous deux promettent de remettre sur pied le pays en proie à une profonde crise économique. Nous sommes à présent aux États-Unis. La paralysie budgétaire est entrée dans sa 3e semaine. La majorité républicaine et l'opposition démocrate se renvoient à la responsabilité de l'impasse. Le ministre de l'Énergie a annoncé hier que 80% des employés chargés de la gestion
gestion des stocks d'armes nucléaires risquait d'être placée au chômage technique. Les républicains accusent les démocrates du Sénat de bloquer un plan de financement temporaire qui aurait permis d'éviter le shutdown. Allez, du sport à présent. Football, le Pyramide FC d'Égypte remporte sa première Supercoupe de la CAF. Le club égyptien est venu à bout du club marocain, la RS Berkane, par 1-0. Le week-end est marqué aussi par les matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Le Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions et les Djoliba AC en Coupe CAF affrontent ce dimanche en déplacement le FC Nouadhibou et l'USFA du Burkina. Et ici au Mali, les rideaux sont tombés hier sur le tournoi UFOA A des cadets. En finale, le Mali a perdu 2-0 face au Sénégal. Et en basketball, le centre de référence de basketball du Tombouctou joue aujourd'hui contre Centrale Fédérale de la Guinée. Voyons tout cela avec Famourou Djourté. Road to Ball 2026, division Ouest. On connaît déjà 2 qualifiés pour l'élite 16, vainqueur du centre de référence de basketball de Tombouctou 77-66 et Elan Coton du Bénin 69-39. Alali Benghazi et la Jeunesse Club d'Abidjan, JCA Kings, ont validé leur ticket pour l'élite 16 de Road to Ball 2026. Ce dimanche, on aura donc 2 finales au compte de la dernière journée des poules A et B. Centrale Fédérale de Guinée sera face au centre de référence de basketball de Tombouctou et Elan Coton du Bénin défiera Spintex Nice du Ghana. Les groupes A et B sont respectivement logés à Bamako et Abidjan. Football, tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A des moins de 17 ans garçons, qualificatif pour la CAN U17 2026. Le Mali a manqué sa finale ce samedi 18 octobre 2025 au stade de Mamadou Konaté, s'inclinant 2-0 face au Sénégal. Suleiman Commissaire Faye est l'auteur des 2 buts de la partie. Une défaite au goût amer pour les aiglonnets du Mali qui voient le trophée leur échapper à domicile. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissi. Le Sénégal, sur le toit de la zone de Ouest A de football, se succède à lui-même. Les Lionceaux, disciplinés dans le jeu, ont eu raison des aiglonnets du Mali 2-0 sur des réalisations de Souleymane Commissaire Faye au 41e somptueux coup franc et 51e minute reprise de volée. Les aiglonnets s'inclinent logiquement 2-0 devant une rugueuse formation du Sénégal. Le milieu de terrain, Souleymane Commissaire Faye, est désigné homme du match, meilleur joueur et meilleur buteur avec 4 réalisations. Son coéquipier Hassan Sarr est élu meilleur gardien du tournoi. Le titre de l'équipe Fair Play est attribué au Libéria. La Guinée-Bissau s'est classée 3e suite à sa victoire au tir au but 4-2 face à la Guinée. La zone 2 Ouest A sera représentée à la CAN des cadets en 2026 par le Sénégal et le Mali. Le stade malien de Bamako et le Djoliba C sont sur le pont ce dimanche dans le cadre des matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions africaines de la CAF. En Ligue des Champions, les Blancs de Bamako sont en Mauritanie pour affronter le FC Nouadhibou. Ce sera à 19h temps universel. En Coupe de la Confédération, le Djoliba C joue contre l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso. Une rencontre programmée cet après-midi à 16h GMT. Toujours sur le continent, Supercoupe 2025 de la CAF, Pyramids FC a décroché ce samedi son premier trophée grâce à un but décisif de Fiston Maélé lors de la victoire 1-0 face à la Renaissance sportive Berkane au stade du 30 juin au Caire. Le club égyptien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, confirme donc sa grande forme du moment. Pyramids FC s'offre ainsi un nouveau sacre continental. Focus Santé. Parlons ostéoporose, une maladie qui affecte les os et en jouant sur la qualité et la quantité de leur importance pour l'organisme. Très souvent silencieuses, les premiers signes apparaissent au moment où la maladie a beaucoup évolué. Ces signes sont la fracture à répétition, la diminution de la taille des os et l'ostéoporose affecte plus de femmes que d'hommes, surtout celles qui sont en ménopause. À la découverte de l'ostéoporose dans Focus Santé avec Koumba Sissé et Alkaou Traoré. L'os, c'est ce qui nous permet de se maintenir. Donc la fonction principale de l'os, c'est mécanique. La deuxième fonction de l'os, c'est le métabolisme, donc tout ce que nous transformons à l'organisme. Et la troisième fonction de l'os, c'est de produire les cellules et d'assurer leur motilité. Ces explications du Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Point G, prouvent à suffisance que l'os joue un rôle important dans la vie de tout un chacun. Une des maladies qui peut affecter nos os et détériorer leur densité s'appelle ostéoporose. L'OMS définit comme une maladie générale, donc une maladie systémique du squelette qui se caractérise par une baisse de la densité osseuse, donc avec
une détérioration de la micro-architecture de l'os et un risque élevé de fracture. C'est un enjeu majeur de santé publique et quand on regarde l'ostéoporose en tant que telle, même c'est 200 millions de personnes qui sont concernées dans le monde entier. Et quand on voit réellement les femmes, et surtout les femmes ménopausées, c'est 30% des femmes ménopausées. Quand on voit sur le plan national, nous sommes amusés à faire une étude quand même au hôpital ici. Dans l'ensemble de 500 personnes qui nous ont fait la densitométrie pour voir s'il y a l'ostéoporose, on avait 329 femmes. Et sur les 329 femmes, quand nous regardons, il y avait 327 femmes qui ont l'ostéoporose. L'ostéoporose est silencieuse. Ces symptômes apparaissent à un stade avancé de la maladie. Quand on a une fracture, donc une fracture soit du poignet, de la cheville, ou quelquefois souvent on se rend compte que votre patient diminue de taille d'environ 4 cm par rapport à 20 ans qu'il avait, il se mesure, il a diminué de cm. On se pose la question, est-ce qu'il n'a pas fait un tassement, donc une fracture vertébrale qui fait que ça tasse. Donc les signes les plus évidents, c'est quand il y a des tassements, quand il y a des fractures, et ces fractures qui peuvent entraîner des douleurs, c'est ça réellement les signes. Sinon, l'ostéoporose en tant que tel, mais quand elle est simple, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, donc on va dire qu'elle est asymptomatique. Nous détruisons, nous construisons. C'est ce qu'on appelle les remodelages osseux. Et deux cellules sont vraiment prêtes pour ça. Il y a les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes qui forment et les ostéoclastes qui détruisent. Donc quand ils détruisent, ils les réparent, ils détruisent. C'est en constante, on essaie de renouveler notre os. Et les hormones participent à ce renouvellement. Et quand la femme n'a plus d'hormones, donc il y a ce renouvellement qui ne se fait pas. Et les ostéoclastes prennent le dessus. Ça veut dire que les destructions prennent le dessus par rapport à l'ostéoformation. Et c'est pour ça que la femme est exposée à l'ostéoporose. Si les os sont atteints de l'ostéoporose, certains produits sont prescrits pour ralentir son évolution. L'ostéoporose, quand elle est là, c'est fini, mais il faut éviter le risque de fracture. Et quand les fractures sont là, il faut éviter qu'il y ait d'autres fractures. Donc le traitement chez la femme, très généralement, quand la femme est ménopausée, on propose des éléments qu'on appelle les substituts hormonaux. On peut peut-être proposer le traitement en fonction de la densitométrie. La densitométrie, c'est elle qui peut nous dire que l'os est normal, elle est réduite un tout petit peu, il y a une ostéoporose et une ostéoporose fracture. Il y a les 4 situations normales, donc diminuer un peu, l'ostéoporose est là, et l'ostéoporose est là mais avec des fractures, donc l'ostéoporose qui est grave. En fonction de ce stade d'ostéoporose, on propose un traitement, et les traitements sont variés. Il y a ce que, grosso modo, il y a ce qu'on appelle les biphosphonates. Les biphosphonates qu'on peut mettre, avec toujours accompagné du calcium pour permettre vraiment de consolider l'os. Mais quel que soit le traitement, il faut dire aux gens, surtout chez les femmes, il faut préciser les glucocorticoïdes. Certes, les médecins peuvent vous donner les glucocorticoïdes qui peuvent être corrosifs pour l'os, mais les femmes utilisent ce qu'on appelle les produits cosmétiques, les produits en général. Et ils sont très corrosifs pour l'os. Quoi qu'on fasse, si on met un traitement, si vous n'arrêtez pas votre corticothérapie, que ce soit par Kitani ou autre chose, vous allez toujours continuer à détruire votre os. Pour prévenir l'ostéoporose ou minimiser les risques, on doit être vigilant et adopter certains comportements. Nous devrons tout faire pour avoir notre capital osseux, donc avoir une alimentation équilibrée pour avoir ce capital osseux avant l'âge de 25 ans. Il faut voir les personnes qu'ils aient une bonne hygiène de vie avec vraiment des efforts physiques, de charge pour permettre de maintenir cet os-là. Si la personne fume, il faut arrêter le tabac obligatoirement. Il faut lui demander d'arrêter parce que le tabac n'est pas bon pour l'os. Il faudrait aussi, si la personne boit de l'alcool, il faut qu'il diminue l'alcool. Et il faut faire en sorte d'éviter les chutes. Un cri de cœur pour nous, c'est nous étions vraiment au niveau de la sous-région les premiers à traiter cet aspect d'ostéoporose parce qu'il n'y avait pas l'appareil dans la sous-région. Le Mali en avait et malheureusement depuis 2015 cette machine a arrêté pour faute de maintenance. Et c'est la seule machine réellement qui peut faire le diagnostic de certitude aujourd'hui. Entassement des os et fractures sont les principales complications de l'ostéoporose. Une chute minime peut provoquer une ou des fractures à répétition. Tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter ce journal, mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly, coordination, réalisation Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention, mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Belle journée à tous sur le RTM.